normalement, hier, j'ai envoyé le cours qu'on va faire aujourd'hui. Ce n'est qu'un éclaircissement du chapitre 2, qui est les solutions d'efficacité énergétique dans le bâtiment. Donc, j'ai essayé d'éclaircir un petit peu les solutions d'efficacité énergétique qu'on utilise dans le bâtiment pour l'efficacité énergétique et la réduction des gaz à effet de serre. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Apparemment, واحد فيكم مازال ما ناض كاع راكو غير تكتبوا معليش صافي rien. Alors, on va commencer. Donc, les solutions d'efficacité énergétique qu'on utilise dans le bâtiment. Donc, le principe et l'objectif principal pour l'emploi de ces solutions, c'est pour réduire et pour rendre le bâtiment efficace en énergie. Donc, on a vu la dernière fois les différentes solutions qu'on utilise, telles que les systèmes de production de l'énergie, tels que les panneaux solaires photovoltaïques, les systèmes de production d'énergie thermique, tels que les panneaux solaires thermiques, et la géothermie profonde, et la géothermie superficielle, etc. On a vu aussi les systèmes de production d'énergie de biomasse. On a vu les systèmes de production d'énergie éolienne, etc. Donc maintenant, on va essayer de voir l'utilisation et la façon comment utiliser ces systèmes de production d'énergie ou des solutions d'efficacité énergétique dans le bâtiment pour rendre notre bâtiment efficace en énergie. Qu'est-ce que ça veut dire efficace en énergie? Il consomme que ce qu'il a besoin. Donc, on minimise au maximum les pertes. On ne peut pas éliminer à 100% les pertes, puisque les pertes, il y aura toujours des pertes jusqu'à le jour du jugement dernier. Mais on va les minimiser au maximum. Ça veut dire on va consommer que ce qu'on a besoin. On va consommer l'énergie et dans son domaine d'utilisation. Par exemple, si on a besoin de telle quantité de kilowattheures en chauffage, on va consommer cette quantité de chauffage dans notre bâtiment. Il n'y aura pas de perte. Alors, le cours d'aujourd'hui, ça sera la mise en œuvre des solutions d'efficacité énergétique dans le bâtiment d'habitation en Algérie. Donc, aujourd'hui, c'est les solutions d'efficacité énergétique passive. Qu'est-ce que ça veut dire passive? C'est uniquement les solutions qu'on emploie sur les parois pour isoler les parois, orienter les parois et qui ne nécessitent pas une transformation d'une énergie à une autre. Alors, donc, bien sûr, ces solutions-là obéissent à une réglementation. La réglementation qu'on a en Algérie, donc j'ai déjà parlé sur cette réglementation, c'est la loi algérienne relative à la maîtrise de l'énergie, qui est la loi 9909. Ce n'est pas la loi de la protection de l'environnement, cette fois-ci, c'est la loi algérienne relative à la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment. Ça veut dire qu'il y a une loi qui nous oblige à optimiser notre consommation d'énergie dans n'importe quel secteur
et surtout dans le bâtiment qui est considéré comme le secteur le plus consommateur de l'énergie. Alors en 1999, il y avait la signature ou l'élaboration d'une loi pour maîtriser l'énergie dans le bâtiment. Après cette loi, il y avait son décret d'exécution, c'est le décret exécutif 2090 pour la mise en œuvre de cette loi-là. Donc ce décret a pour but de mettre en œuvre les caractéristiques thermiques du bâtiment neuf, ainsi de mettre les systèmes, le dimensionnement des systèmes de ventilation dans le bâtiment neuf, ainsi que dimensionner et exécuter les systèmes de chauffage d'hiver et de climatisation en été dans le bâtiment. Il n'y a pas uniquement ça. Donc, il y avait des décrets exécutifs et des lois qui sont venus après cette loi-là, donc qui est la loi 9909 et le décret 2090. Il y a aussi des documents techniques réglementaires qui nous permettent, qui nous permet de mettre en œuvre la loi et le décret exécutif. Donc la mise en œuvre de la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment en Algérie repose sur l'introduction des normes et les exigences d'efficacité énergétique disponibles dans la littérature, le contrôle d'efficacité énergétique dans le bâtiment. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est contrôler l'efficacité dans ce bâtiment de point de vue consommation, perte, etc. L'audit énergétique est obligatoire et périodique, ça veut dire à chaque fois, à chaque période, donc on doit faire un audit énergétique sur notre bâtiment. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit trouver les failles dans lesquelles on perd de l'énergie. Et on doit proposer des solutions. C'est ça l'audit énergétique. C'est de chercher les défauts dans le bâtiment qui nous poussent à consommer de l'énergie ainsi que d'émettre beaucoup de gaz à effet de serre dans l'environnement et de trouver des solutions, proposer des solutions à ces problèmes-là. Le programme national de la maîtrise de l'énergie, donc mettre des programmes pour maîtriser l'énergie dans le bâtiment, la recherche et le développement, donc mettre en œuvre dans le secteur de bâtiment des thèmes de recherche et des services de développement de ce secteur. Le financement de la maîtrise de l'énergie, bien sûr, toutes ces solutions-là, on ne peut pas les mettre en œuvre sans financement. Donc, on a besoin d'argent pour mettre en œuvre ces solutions-là. Les mesures d'encouragement et d'incitation, donc, il faut mettre des motivations à l'employeur ou à l'utilisateur du bâtiment pour lui permettre de mettre en œuvre ces solutions-là. Alors, la coordination des actions de maîtrise de l'énergie, donc il faut coordonner entre les services pour maîtriser de l'énergie dans le bâtiment, l'amélioration de la connaissance des systèmes énergétiques, bien sûr, dans ce secteur-là, donc il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup d'avancement, il y a beaucoup de recherche, donc il faut mettre une, il faut mettre une amélioration, il faut améliorer les connaissances des systèmes pour les citoyens, pour les utilisateurs, pour développer le secteur du maîtrise de l'énergie. La sensibilisation des utilisateurs, bien sûr, si on fait n'importe quoi, si on fait les meilleures solutions d'efficacité énergétique et de maîtrise de l'énergie dans le bâtiment, si on fait les meilleures solutions et on sensibilise pas l'utilisateur qui est le citoyen pour ce maîtrise de l'énergie dans le bâtiment, on n'arrive à rien. On peut réaliser rien dans la maîtrise de l'énergie, l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Parce que le citoyen, s'il n'est pas sensibilisé et s'il fait des gaspillages à gauche et à droite de cette énergie,
même si sa maison, elle est bien construite de point de vue efficacité énergétique, et en période d'hiver, il laisse les fenêtres ouvertes, et en période d'été, la même chose. Donc, il laisse passer la chaleur s'échapper à travers les fenêtres et les portes, etc. Donc, ça ne sert à rien. Donc, toutes ces solutions d'efficacité énergétique ne conduisaient à rien. Donc, la sensibilisation du citoyen ou d'utilisateur du bâtiment, elle est très importante, et c'est un aléa qu'on ne peut pas contrôler à travers des techniques ou des solutions efficaces, etc. On ne peut pas les contrôler, on ne peut pas mesurer aussi. Même si on veut savoir demain à travers un audit énergétique, si on veut savoir euh, si on trouve par exemple la maison, elle est bien isolée, elle est bien orientée en période d'été et d'hiver, de point de vue ensoleillement, de point de vue vent dominant, etc. Et on trouve qu'il y a beaucoup de consommation d'énergie de cette maison. On ne peut pas savoir, sauf si on pose la question aux citoyens, est-ce que vous ouvrez, est-ce que vous laissez les portes ouvertes, est-ce que vous laissez les fenêtres ouvertes? Et c'est un aléa qu'on ne peut pas contrôler. On peut pas le suivre, on ne peut pas le calculer aussi. Voilà. Alors, donc, les lois, les arrêtés, les décrets, elles sont considérées comme la réglementation de premier niveau, parce que dans la législation, la réglementation, elle est classée en 4 niveaux. Le premier niveau, donc, qui est obligatoire, bien sûr, on est obligé de l'exécuter, on est obligé de le respecter, c'est le niveau réglementaire numéro 1, réservé aux lois et aux décrets et à arrêter, et les arrêtés ministériels ou présidentiels, etc. La réglementation du deuxième niveau, ce sont les documents techniques réglementaires, tels que le document qu'on a déjà utilisé, c'est le document technique réglementaire C32/4. Avant, avant le 2014, il était le DTR C32 et le DTR C34, comme vous le savez. Donc, il était divisé en deux avant 2014. Après 2014, après sa révision entre 2010 et 2014, il est devenu un seul volume, un seul document, qui est le document DTR, document technique réglementaire DTR C32/4. Alors, donc, il est divisé aussi en deux parties. Une réglementation thermique des bâtiments d'habitation qui est réservée pour la période d'hiver. Elle définit les règles de calcul des déperditions calorifiques, c'est la première partie. Et la deuxième partie qui est les règles de calcul des apports calorifiques réservés pour l'été ou pour la climatisation. Il y a un autre DTR que vous n'avez pas vu, c'est le DTR C331. Il est réservé pour le dimensionnement et la conception et le dimensionnement des systèmes de ventilation naturelle dans les bâtiments à usage d'habitation. C'est le DTR, c'est le document technique réglementaire C331, ventilation naturelle des locaux à usage d'habitation. Donc, alors ces deux DTR, donc cette réglementation de deuxième niveau, elle fixe la méthode ou les méthodes de détermination des apports calorifiques et des déperditions calorifiques à travers la partie de l'été et la partie de l'hiver. Donc cette méthode de calcul, pardon, elle repose donc la méthode de détermination des apports calorifiques et des déperditions s'applique aux locaux, donc à usage d'habitation, à usage d'hébergement qui sont des chambres collectives, dortoirs, salles de repos, etc., des locaux à usage de bureaux, des locaux à usage d'enseignement tels que les écoles, les classes, les salles d'études, etc., les amphis, etc., les locaux à usage d'accueil tels que les bibliothèques, les bureaux de poste, les banques, etc., les bureaux à usage de réunion, donc c'est des locaux à usage de réunion tels que les salles de spectacle, les lieux de culte, etc. Les locaux à usage de vente, les boutiques, les supermarchés, etc.
les locaux à usage de restauration tels que les cafés, les restaurants, les cantines, etc. Et les locaux à usage artisanal tels que les salons de coiffure, les laboratoires de boulangerie, les petits ateliers de fabrication de pâtisserie, etc., etc. Voilà, donc ce sont les locaux sur lesquels on peut appliquer notre réglementation technique pour l'été et l'hiver. Pour le DTR C331, qui est le DTR pour la conception et la réalisation, les calculs des installations de ventilation naturelle, donc c'est le DTR C331, ce DTR s'applique aux constructions suivantes. Les constructions neuves à usage d'habitation, les parties de construction neuve destinées au logement, les bâtiments et parties de bâtiments à l'origine non destinés à l'habitation et ensuite transformés en construction à usage d'habitation. Donc, l'efficacité énergétique dans le bâtiment d'habitation. Donc, cette efficacité énergétique, j'ai dit, c'est pour contrôler et limiter, minimiser les pertes de chaleur ainsi que de minimiser les émissions des gaz à effet de serre. Donc, le bâtiment neuf, donc si ces solutions-là s'appliquent que ce soit sur les bâtiments neufs ou des bâtiments anciens. Ça veut dire c'est des bâtiments qui existent déjà. Les bâtiments neufs, donc dès la conception et le calcul sur les plans, on peut envisager les solutions d'efficacité énergétique sur les plans. On peut faire même un audit énergétique sur plan. Donc ça veut dire que le bâtiment n'est pas encore réalisé. Par contre, pour les bâtiments anciens, c'est des bâtiments qui existent déjà, qui ont été construits dans des périodes là où ils n'ont pas utilisé des solutions d'efficacité énergétique ou ils ont utilisé des solutions qui ne sont pas vraiment rentables. Donc, et on veut les rendre rentables et efficaces en énergie. Donc, pour les bâtiments neufs, il y a des solutions communes donc qui sont valables, que ce soit pour les bâtiments anciens ou pour les bâtiments neufs. Il y a des solutions qui sont adéquates au bâtiment. Soit il est ancien, on doit faire des solutions bien précises, ou un bâtiment neuf, là on peut euh, employer des solutions qui sont adéquates au bâtiment neuf. Alors, pour le bâtiment neuf, donc, on peut envisager dès la conception, dès les calculs, dès des calculs des parois et des systèmes du bâtiment, on peut envisager ces solutions. Quelles sont ces solutions-là? La première des choses, c'est l'orientation. On peut manipuler l'orientation des façades vitrées. Donc, on peut utiliser une orientation une bonne orientation pour les façades vitrées, pour le captage des rayons solaires. Et l'orientation, ici en Algérie, l'orientation plein sud, elle est l'orientation adéquate pour le captage des rayons solaires en hiver pour le chauffage gratuite. Et l'utilisation des masques végétaux pour se protéger contre les rayons solaires en été et contre les vents dominants en hiver. Pour les rayons solaires, on utilise des arbres à feuilles caduques. Ça veut dire, les arbres à feuilles caduques, c'est des arbres qui possèdent des feuilles en période d'été. Elles tombent pendant la période d'automne et de printemps. Donc, par exemple, le figuier, donc le Sejrat al-Karmos, donc, comme vous le savez, l'arbre de figuier, donc elle possède des feuilles pendant l'été et pendant l'automne, donc elle tombe, donc elle laisse passer la période d'hiver, elle laisse passer les rayons solaires qui pénètrent à travers la fenêtre et qui chauffent notre bâtiment en période d'hiver. Donc on va gagner un gradient de température très très important, surtout dans la région là on a besoin de chaud, dans les régions dans lesquelles on a besoin de chauffage en Algérie, telles que la zone côtière, les hauts plateaux, etc. On a une quantité
on peut gagner une quantité de chaleur très importante à travers la pénétration des rayons solaires à travers les fenêtres et le vitrage. Par contre, le vent dominant, il est à éviter en période d'hiver parce que il laisse passer, donc il permet des déperditions thermiques à travers les infiltrations d'air très importantes. Donc, c'est des déperditions qui sont à éviter. Donc, pour les ouvertures d'aération, on doit les placer dans le côté inverse du vent dominant en hiver pour éviter les déperditions thermiques à travers les infiltrations d'air pendant l'hiver. Alors, d'autres solutions qui sont communes entre les bâtiments neufs et les bâtiments anciens, il y a l'isolation de l'enveloppe maçonnée. L'isolation thermique, ça veut dire mettre une couche d'isolation dans le mur, ou là, mettre un vitrage isolé pour les façades vitrées. Utiliser des systèmes de ventilation adéquats donc pour l'efficacité énergétique qui est maintenant le puits canadien. Le bon choix d'équipement, donc utiliser des équipements qui ne consomment pas de l'énergie, qui sont efficaces en énergie. Alors, les trois solutions Hadoma ce sont valables que ce soit pour le bâtiment neuf ou ancien. Par contre, pour le bâtiment ancien, il est obligatoire d'exiger un diagnostic des performances énergétiques, donc ou là un audit énergétique, et voir donc quelles sont les solutions qui sont adéquates au bâtiment qu'on doit utiliser pour le rendre efficace en énergie. Alors, il y a des solutions qui sont valables pour un bâtiment et pour un autre bâtiment qui est voisin au même bâtiment, ils sont pas bonnes. Même pour des maisons dans le même bloc, si on va faire un diagnostic des performances énergétiques du premier niveau du bâtiment, ça veut dire le rez-de-chaussée, ce ne sont pas les mêmes solutions qu'on doit proposer qui sont valables pour le dernier niveau, qui est la dernière étage. Donc attention, chaque maison, chaque immeuble, chaque édifice candidat à ce qu'on appelle la réhabilitation thermique, c'est un confortement thermique de bâtiments anciens. Ça veut dire on va lui subir à des transformations qui vont permettre d'isoler ou de rendre ce bâtiment efficace en énergie. Et parmi les problèmes qu'on trouve surtout dans la réhabilitation thermique, c'est le problème, ce qu'on appelle des problèmes des ponts thermiques. C'est le Josor al-Harariya en arabe. Les ponts thermiques, ce sont des problèmes, ce sont des défauts d'isolation, sinon c'est un manque d'isolation des parois à travers lesquelles les pertes de chaleur ou les apports de chaleur en période d'été se font énormément. Donc, c'est des défauts à travers lesquels il y aura des flux de chaleur très importants. Donc, c'est le problème qu'on trouve généralement dans cette réhabilitation thermique. Donc, pour le bâtiment neuf, donc c'est la conception, dès la conception, on peut trouver des solutions d'efficacité énergétique. Et dans le bâtiment ancien, c'est la réhabilitation thermique à travers laquelle on peut trouver des solutions d'efficacité énergétique adéquates au bâtiment qu'on veut le rendre euh, confortable et efficace en énergie. Alors, quelles sont les mesures d'efficacité énergétique dans le bâtiment? Donc, pour le bâtiment neuf, donc, il existe des centaines de millions de solutions et de conceptions. Alors, je donne un exemple sur ces conceptions-là. Donc, dans le bâtiment neuf, on peut employer, par exemple, la conception, ce qu'on appelle la conception bioclimatique. Cette conception bioclimatique, elle repose sur des critères. Le premier critère, donc, on doit capter l'énergie solaire. Dans cette conception bioclimatique, ça veut dire c'est un bâtiment qu'on veut réaliser qui répond à la conception bioclimatique. C'est un ami de l'environnement. C'est un bâtiment vert. Attention, ces appellations-là, chaque appellation a des critères, mais
je suis en train de parler sur la conception bioclimatique qui est une conception amie de l'environnement. Donc, elle repose sur 4 critères. Le premier critère, c'est de capter l'énergie solaire. Donc, cette conception bioclimatique, elle repose sur le captage de l'énergie solaire. Avec quoi? Donc, avec une orientation des bâtiments et des ouvertures vers le côté le plus ensoleillé qui est l'orientation sud, plein sud. Ça veut dire on oriente notre façade vitrée vers l'orientation plein sud. Parce que l'orientation plein sud, elle va nous permettre de capter l'énergie solaire en hiver et elle va nous permettre d'éviter ces rayons solaires en été. La hauteur solaire pendant l'été et l'hiver, elle change. En période d'hiver, elle est faible, donc elle permet la pénétration des rayons solaires à l'intérieur de la maison. En période d'été, on utilise des casquettes et des protections solaires telles que les rideaux, les persiennes, etc. Soit c'est des protections solaires fixes telles que les extensions de dalles, des linteaux, etc. C'est des extensions de dalles sur les fenêtres. C'est des petits murs donc, qui se mettent sur les côtés de la fenêtre et une petite dalle qui se met sur la fenêtre. C'est pour créer un ombrage artificiel pour la fenêtre pour éviter les rayons solaires en été. Par contre, en hiver, donc on laisse passer, on ouvre ces persiennes, même la casquette qui est fixe, donc la hauteur solaire elle est faible pendant l'hiver, donc les rayons directs donc pénètrent à l'intérieur de la maison et vont permettre un chauffage gratuit de notre maison. Si c'est pas un chauffage complet, c'est un préchauffage. Donc on gagne un gradient de température qui va nous permettre de réduire la facture de chauffage. Alors, et jouer sur la taille de ces ouvertures, agrandir donc grandir les dimensions pour les régions là où on a besoin de d'énergie de soleil, par exemple la zone côtière, tout ce qui est la région nord, par exemple pour l'Algérie, tout ce qui est région nord, donc on a besoin d'énergie de chauffage, donc grandir, donc utiliser une surface très importante des façades vitrées et donc créer un ombrage artificiel tel que les claustras par exemple et des ombrages de murs dans les zones arides ou les zones là où on n'a pas besoin d'énergie de soleil qui m'a dans la région sud عندنا. Donc il utilise des claustras, c'est des carreaux en béton فيهم des trous, vous les trouvez نتوما في les cages d'escalier في les bâtiments يسموهم les claustras, s'appellent des claustras. C'est pour créer et pour minimiser la taille des ouvertures pour briser les rayons solaires et piéger les rayons solaires à l'extérieur, donc créer un ombrage artificiel. Le deuxième critère, c'est de conserver la chaleur. Comment conserver la chaleur si on aura besoin de cette chaleur? Alors, la disposition des pièces, donc on doit mettre les pièces de vie vers l'orientation sud, donc c'est pour capter le soleil et le piéger dans les pièces de vue, dans les pièces de vie, là on reste beaucoup pendant la journée. Réduction des ponts thermiques, bien sûr, la réduction des ponts thermiques, elle est très importante, c'est pour minimiser les pertes de chaleur à travers ces zones-là. Et l'utilisation d'une isolation thermique efficace. Une isolation thermique efficace, elle est très importante. Donc, il y a une multitude de solutions pour l'isolation, soit une isolation externe, soit une isolation intermédiaire, ça veut dire mettre la couche d'isolation à l'intérieur, soit isoler du côté à l'intérieur de mur, soit du côté interne, tout à fait interne de la maison. Donc, ça s'appelle une isolation intérieure. Donc, il y a 3 types d'isolation. Soit intérieur, on met la couche d'isolation à l'intérieur du mur, du côté interne du mur, soit une isolation intermédiaire, ça veut dire on va mettre
Donc s'il s'agit d'un double murette, donc on va remplacer la lame d'air par une couche d'isolation. Ça veut dire on va mettre la couche d'isolation à l'intérieur du mur. Donc c'est pas du côté interne. C'est on remplace la lame d'air par une couche d'isolation. Ça veut dire on va la mettre de part et d'autre, donc au milieu du mur qui est composé de deux murs. Le troisième critère, c'est la diffusion de la chaleur. Comment diffuser la chaleur? Donc, quand on a besoin de cette chaleur, puisque la maison, donc la période, quand il y a la chaleur, donc quand il y a les rayons solaires, donc on va capter la chaleur, on va la conserver et puis on va la diffuser. Donc, on va l'utiliser. Comment on va l'utiliser? Donc, soit on stocke cette chaleur dans des matériaux à inertie thermique importante, tels que les briques ou là, ce qu'on appelle la pierre naturelle. Donc, c'est des matériaux de construction à inertie thermique importante. Ça veut dire il permet de stocker une quantité d'énergie importante. Et puis, quand il n'y a pas de soleil, donc quand la nuit tombe, donc il y aura la baisse de température. À ce moment-là, on aura besoin de cette chaleur. Qu'est-ce qu'il fait, le matériau Hada? Il va restituer, il va réémettre cette chaleur-là sous forme de flux de chaleur. Donc la température de mur, elle va être supérieure à la température de local. Et le mur Hada, qu'est-ce qu'il va faire? Il va céder cette chaleur à l'intérieur du local. Donc, c'est la diffusion de cette chaleur avec une vitesse bien précise, avec une, euh, un régime donc de diffusion bien précise tel que donc ça s'appelle donc la diffusion de la chaleur, la diffusivité et l'effusivité. Donc c'est des critères de l'inertie thermique, c'est deux caractéristiques principales de cette inertie thermique. Ou utiliser des couleurs sombres. Vous savez très bien que les couleurs sombres des murs donc permet le captage de ce rayonnement solaire pour le transférer en chaleur. Donc ces couleurs sombres, les couleurs foncées, permet la transformation de l'énergie solaire en énergie thermique. C'est une chaleur stockée dans le mur, surtout s'il est à inertie thermique importante. Donc, donc il va capter la chaleur à travers cette couleur et va la restituer après la baisse de température pendant la nuit. Moduler la chaleur, donc comment moduler la chaleur? Utilisation des masques végétales qui m'appellent comme les masques végétaux, donc c'est des arbres à feuilles caduques pour se protéger, pour ombrer les, 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 les parois, là on n'a pas besoin de chaleur, de rayons solaires, par exemple pendant l'été. Si on veut par exemple se protéger contre les rayons solaires, il suffit de planter des plantes à feuilles caduques vers les ouvertures, là on veut ombrer pendant l'été. Utiliser des solutions architecturales, l'architecture. Donc, c'est des solutions architecturales, donc c'est des débords de toit, c'est des casquettes, c'est des dalles qu'on utilise pour briser les rayons solaires en été. Donc, parce que la hauteur solaire en été, elle est très importante, donc le soleil, il compte très haut, donc la pénétration, si on utilise des extensions, là, des débords de toit, donc elle va créer un ombrage sur notre fenêtre ou là, notre ouverture. Sinon, utiliser des solutions d'efficacité énergétique, qui qu'on a le puits canadien, qui est de la géothermie superficielle ou la géothermie profonde. Donc, bénéficier de la chaleur ou de la fraîcheur de la terre avec des systèmes pour rafraîchir à l'intérieur à travers des systèmes de ventilation à l'intérieur de notre édifice. Alors, les mesures d'efficacité énergétique dans le bâtiment. Donc, on va commencer par le bâtiment ancien. Et on a dit que le bâtiment ancien, les solutions d'efficacité énergétique sont, sont employées à travers ce qu'on appelle la réhabilitation thermique. Ou là, c'est moi aussi, donc le confortement thermique des bâtiments.
cette réhabilitation repose sur deux types de solutions, soit des solutions passives ou là, sinon des solutions actives. Les solutions passives, ce sont des solutions qui sont applicables sur les parois, appliquées sur les parois et qui ne nécessitent pas un transfert ou une conversion d'une énergie à une autre. Donc, ça ne nécessite aucune intervention de système énergétique. La première solution, et qui est la plus utilisée, c'est l'isolation thermique. Donc, on doit isoler toutes les parois de notre maison, que ce soit toiture, plancher, plancher extérieur, paroi extérieure, pardon, ou là, le plancher bas. Donc, et chaque paroi, là, toiture, paroi extérieure ou la plancher bas, a une priorité. Donc, c'est pas lorsqu'on veut isoler, donc on isole comme ça, donc on doit faire des calculs et la priorité de l'isolation, elle est réservée premièrement pour la toiture. En deuxième lieu, c'est pour les parois extérieures. En troisième lieu, donc, c'est le plancher bas et dans certaines solutions, dans certaines situations, pardon. Le plancher bas, c'est pas à tout moment on doit l'isoler. Par exemple, pour des maisons intermédiaires, donc pour des niveaux intermédiaires, par exemple, dans un bâtiment à un rez-de-chaussée plus 5 niveaux. C'est uniquement le rez-de-chaussée qui doit être isolé sur son plancher bas. Mais par contre, les autres niveaux, donc c'est le premier étage, deuxième jusqu'au dernier niveau, pourquoi isoler le plancher bas? Parce que il ne faut pas isoler le plancher bas parce qu'on va bénéficier pendant l'hiver du chauffage, de l'énergie de chauffage des voisins. Donc, ce n'est pas la peine d'isoler le plancher bas. Par contre, le dernier niveau, il est obligatoirement qu'il isole sa toiture parce que c'est la paroi la plus hyperditive en hiver et la plus donc chaude en été. C'est la plus exposée aux rayons solaires en été. Donc c'est la paroi la- la- qui possède la priorité pour l'isolation. La deuxième solution passive, c'est le renforcement des ouvertures, les fenêtres et les portes. Comment ça? Donc, soit, par exemple pour les fenêtres, soit utiliser un double vitrage, ce qu'on appelle le double vitrage à, euh, donc à double vitre. Donc, c'est double vitre séparé avec une lame d'air. C'est ça le double vitrage. Il y a aussi le triple vitrage. Ça, c'est pour les fenêtres. Pour les portes. Si on a des portes, par exemple, métalliques, en aluminium, en métal, en acier ou là, on doit les changer soit en porte en PVC ou là en porte en bois. C'est le meilleur matériau pour les portes. Donc, c'est pour minimiser donc le renforcement des ouvertures, c'est d'utiliser des ouvertures à conductivité thermique faible. Donc, utiliser des fenêtres et des portes à résistance thermique très importante. Quand on dit conductivité thermique, c'est l'inverse de la résistivité thermique. Rafraîchissement et la ventilation naturelle. Bien sûr, le rafraîchissement permet de diminuer la chaleur et rendre notre bâtiment confortable. Donc, le rafraîchissement et la ventilation naturelle, déjà la ventilation naturelle, elle est nécessaire dans le bâtiment, sinon il sera très dangereux. Le bâtiment qui ne possède pas de système de ventilation, il est très dangereux de point de vue sécurité. Donc, la sécurité pour les gaz et les gaz brûlés, le monoxyde du carbone, donc nécessite un système de ventilation. Obligatoirement, il doit être un système de ventilation soit naturel, ça veut dire que l'air, il rentre et il sort naturellement dans notre maison, soit s'il est impossible, on doit utiliser un système de ventilation mécanique. Ça veut dire qu'il est assisté par un ventilateur. Donc l'air
il rentre à travers un système de ventilation, soit un système de ventilation simple flux, ça veut dire une entrée, une sortie, soit à double flux. À double flux, c'est pour la récupération de chaleur de la maison. Tel que le flux qui rentre de l'extérieur à l'intérieur, il va récupérer la chaleur qui va sortir à travers le flux qui sort de l'intérieur à l'extérieur. Donc, il possède un système d'échange de chaleur, c'est un échangeur de chaleur, qui récupère la chaleur ou la fraîcheur. Quand on dit chaleur, elle est soit chaud, soit le froid. Hein. Donc, c'est un système à récupération de chaleur. Ça s'appelle un système de ventilation mécanique contrôlée à double flux avec récupération de chaleur. Soit on utilise L'ENA, c'est un système actif, attention. Donc, on va parler sur ce système. La deuxième solution, c'est la solution. Par contre, le rafraîchissement et la ventilation naturelle, c'est une solution d'efficacité énergétique passive. Donc, elle ne nécessite pas un élément électrique ou un élément tournant mécanique. Donc, c'est uniquement la ventilation naturelle qui permet le renouvellement d'air naturellement à l'intérieur de la maison. L'écran végétal pour la protection contre les rayons solaires et les vents dominants. J'ai déjà parlé sur ça. Donc, en utilisant des arbres à feuilles caduques pour se protéger contre les rayons solaires en été. Et on peut utiliser ce qu'on appelle les arbres à feuilles persistantes pour se protéger contre les vents dominants en hiver. Donc, attention, pendant l'hiver, comme j'ai déjà dit, les vents doivent être brisés pour ne pas permettre au vent à créer des déperditions à travers des infiltrations d'air à travers les joints ou à travers les portes et les fenêtres. Donc, on utilise ce qu'on appelle un masque végétal en arbre à feuilles persistantes. Ça veut dire les arbres à feuilles persistantes, c'est des arbres qui possèdent des feuilles pendant la période d'hiver et pendant toute l'année. Qui m'a par exemple le sapin, etc. Donc, c'est des arbres à feuilles persistantes. Donc, pendant toute l'année, elles possèdent des feuilles et elles protègent la maison contre les vents dominants. Les solutions actives. Donc, comme j'ai déjà parlé sur les ventilateurs, la ventilation mécanique contrôlée à double flux et à récupération de chaleur, c'est une solution active qui nécessite l'utilisation d'énergie électrique pour faire tourner le ventilateur qui aspire l'air de l'extérieur. Il souffle cet air à l'intérieur. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend un autre ventilateur, il reprend l'air vicié à l'intérieur de la maison, l'air pollué à la maison, et il le rejette à l'extérieur en récupérant la chaleur. Cette récupération de chaleur, elle se fait par un échangeur de chaleur à l'intérieur de ce système-là. Le recours à l'énergie solaire, tel que en chauffage, climatisation et l'eau chaude sanitaire, qui machefna le système hybride pour la production de chaleur et de l'électricité, donc qui utilise les panneaux photovoltaïques ou des panneaux solaires thermiques. Sinon, des panneaux mixtes, hybrides, donc qui utilisent les cellules photovoltaïques pour la production d'électricité et qui utilisent un système pour la production de chaleur et qui permet aussi le rafraîchissement, le refroidissement des cellules en silicium qui produit de l'électricité et qui permet l'augmentation du rendement du système. Donc, ce système-là, le système hybride, qui s'appelle le système hybride, donc production d'électricité et de chaleur en même temps, on a déjà vu. Donc, c'est un système de panneaux hybrides. Ce panneau hybride et les photovoltaïques et thermiques en même temps, donc qui permet la production de l'électricité et de produire la chaleur. Le chauffage et la climatisation par des solutions économiques telles que le puits canadien ou des pompes à chaleur qui utilisent la géothermie profonde ou la superficielle. Donc la pompe à chaleur, elle est considérée comme une solution active pour l'efficacité énergétique et qui consomme moins d'électricité par rapport au split system, aux centrales de traitement de l'air, etc. Alors,
Maintenant, on revient aux solutions d'efficacité énergétique passive, telles que l'isolation thermique. L'isolation thermique, comme j'ai déjà parlé sur euh, cette solution-là, l'isolation thermique, elle est très importante pour minimiser les flux, pour optimiser ou pour minimiser les flux de chaleur à travers les parois de la maison. Donc, les différents types d'isolation. Il existe trois types d'isolation. Soit une isolation extérieure, comme j'ai déjà dit, une isolation intérieure ou intermédiaire, ou isolation de la coulisse, qu'on appelle isolation de la coulisse. Ça veut dire mettre la couche isolante à l'intérieur de la paroi. Ça veut dire il y a de la maçonnerie à l'intérieur et de l'extérieur. Et au milieu, il y a une couche d'isolation, ça s'appelle l'isolation de la coulisse. Donc, on doit isoler les parois extérieures, on doit isoler les toitures. Les toitures, donc, sont différentes. Donc, soit une toiture plate ou là, une toiture inclinée. Donc, pour les parois extérieures, comme j'ai déjà dit, il y a trois types d'isolation. L'isolation extérieure, intérieure et de la coulisse. Pour l'isolation des toitures, pour les toitures plates, il existe les trois types d'isolation, mais l'appellation ici, elle change. Soit on utilise la méthode de la toiture chaude, on va la voir après. Soit la toiture inversée, ce qu'on appelle la méthode de toiture inversée, ou une toiture combinée. Les appellations correspondent au type d'isolation qui est l'isolation extérieure, intérieure ou de la coulisse. Pour l'isolation des toitures inclinées, donc c'est une isolation par l'intérieur, ça veut dire on va mettre l'isolant à l'intérieur de la toiture. Soit on utilise la méthode, ce qu'on appelle la toiture sacking, on va la voir, et l'isolation du plancher de comble, c'est s'il s'agit d'une toiture inclinée qui possède un plancher de comble. Ça veut dire عندنا les tuiles ومن بعد كان vide, ce qu'on appelle le comble, le vide هذاك ومن بعد كاين le plancher bas t'as le vide avec. Donc on va isoler ce plancher, soit du côté extérieur ou là du côté intérieur. Ou l'isolation des sols, le plancher bas, donc soit par le haut, c'est dans la majorité des situations on l'isole par le haut. Si on a l'accès, par exemple, un vide sanitaire ou une cave ou là, on va l'isoler du bas, de l'extérieur. On va commencer par l'isolation des parois. Donc, comme j'ai déjà dit, donc l'isolation des parois, elle se fait par les trois types d'isolation. Soit par l'extérieur, ça veut dire on va mettre la couche d'isolation à l'extérieur de la paroi. Vous avez ici la paroi, donc c'est la maçonnerie, votre paroi. Et puis, qu'est-ce qu'il vient du côté extérieur? La couche isolante. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un parement qui permet la protection mécanique de, de cette couche d'isolation. Ça, c'est la couche, c'est la couche de protection mécanique contre les intempéries, contre les risques mécaniques, etc. Donc, différents types d'isolants qui est utilisé dans cette méthode d'isolation. Bien sûr, elle a des avantages et des inconvénients. Donc, l'avantage, cette méthode permet de la continuité de l'isolation et résout donc les éventuels problèmes des ponts thermiques, etc. Donc, et elle possède aussi des inconvénients. Les inconvénients, donc, dans le cas où un démontage de façade sera, donc la façade, elle est exposée aux intempéries. Donc, les intempéries, l'été, pendant l'hiver. Donc, si on veut faire l'isolation, donc certains matériaux d'isolation ne résistent pas aux intempéries telles que l'eau, etc. Donc, la pluie, elle va endommager cette couche d'isolation. Donc, on doit attendre jusqu'à ce que la pluie, donc, elle s'arrête pour qu'on exerce cette isolation-là. Voilà, donc,
Il y a des inconvénients tels que l'aspect extérieur du bâtiment il va être modifié. On ne peut pas exercer ce type d'isolation sur des monuments ou là, des bâtiments historiques. L'encombrement extérieur du bâtiment il va augmenter. Donc, il y aura un encombrement de l'aspect extérieur. Certaines finitions extérieures sont fragiles, donc ils vont être fragiles parce qu'il y a une couches d'isolation telles que le bardage, les enduits surisolants. Les enduits extérieurs surisolants peuvent se fissurer, etc. La difficulté de supprimer certains points thermiques, c'est le principe inconvénient de cette méthode d'isolation. L'isolation des parois par l'intérieur. Alors, voilà donc la méthode d'isolation par l'intérieur. Donc, vous avez votre mur, et du côté intérieur, tu vas mettre donc votre couche d'isolation. Après, vous allez faire une finition intérieure. Vous allez mettre du plâtre ou une finition du placo-plâtre, etc. Donc, c'est pour la finition intérieure. Donc, comme vous voyez ici, la couche d'isolation, elle se trouve du côté intérieur du mur. L'autre méthode, donc elle possède bien sûr des avantages et des inconvénients. Les avantages, donc le chantier se déroule à l'abri des intempéries. L'aspect extérieur de la façade n'est pas modifié, donc vous n'allez pas toucher l'aspect extérieur, même s'il s'agit d'un monument historique qui est protégé, etc. L'encombrement extérieur du bâtiment n'est pas modifié, n'est pas augmenté. Et la pose correcte de l'isolant peut être contrôlée facilement. Les inconvénients, les ponts thermiques sont difficiles à éviter au niveau des planchers et aux endroits des murs perpendiculaires à la façade. Donc c'est difficile d'éviter ces ponts thermiques. La place utile à l'intérieur, donc elle va diminuer. C'est le principal inconvénient de cette méthode d'isolation. La finition intérieure doit être refaite. Il existe des risques de condensation interne dans l'isolation parce que quand on va mettre la couche d'isolation du côté intérieur, alors il y a ce qu'on appelle le phénomène des parois froides, le risque de condensation. Alors, toute la couche d'isolation pendant l'hiver, elle va être considérée comme donc la couche intérieure elle est chaude et le côté intérieur il est chaud. Par contre, le côté qui vient juste après la couche d'isolation, donc c'est le mur, c'est une paroi froide, ce qu'on appelle la paroi froide. Cette zone-là, elle représente une zone de condensation et qui va donc dans le cas où on a utilisé une couche d'isolation qui n'est pas inerte à l'humidité, donc la condensation elle va endommager notre couche d'isolation et va être refaite. À ce moment-là, on doit refaire la couche d'isolation, sinon on utilise ce qu'on appelle un pare-vapeur entre la couche d'isolation et le mur. Donc, c'est pour protéger la couche d'isolation contre la condensation. Puisque la condensation, elle y est dans ce cas-là parce que le côté chaud, c'est le côté chaud et le côté froid, donc il va permettre la condensation de l'air, de la vapeur d'eau qui est dans l'air à se condenser. Alors, l'isolation intermédiaire ou l'isolation de la coulisse, donc, c'est le remplacement de la couche de la lame d'air par une autre couche d'isolation. Cette méthode d'isolation, elle n'est pas applicable sauf si vous avez premièrement une lame d'air. Deuxièmement, elle est largement suffisante pour que vous atteindre, que vous réalisez votre objectif à travers cette isolation. Donc cette isolation de la coulisse, si le mur est double, on peut l'utiliser. S'il n'est pas double, on ne peut pas l'utiliser. Si la coulisse est suffisamment large pour remplacer l'air par une couche d'isolation adéquate. Si des liaisons maçonnées entre les deux parois ne sont pas trop nombreuses, qui maintenant la méthode de construction algérienne, on utilise le système poteau-poutre double cloison, et des fois, ils utilisent ce qu'on appelle la brique de croisement. C'est pour maintenir les doubles murettes, les panneaux, pour ne pas bouger. Mais cette brique de croisement, avec les chantiers ou les deux murs, donc
c'est un inconvénient si on utilise cette brique de croisement. Elle va permettre, premièrement, l'infiltration de l'air, l'infiltration des eaux, des pluies, etc. Donc, c'est une, c'est un pont thermique euh, important. Donc, il faut minimiser les raccordements, les liaisons de maçonnerie. Donc, cette méthode n'est pas applicable lorsque le parement extérieur est peint ou lorsque les briques sont émaillées. Donc, ils sont superposés en émaillant. Matériaux utilisés, donc on peut utiliser uniquement des mousses. C'est des matériaux spécifiques, des mousses ou des granules de polystyrène ou des granules en fibre minérale ou des matériaux qui permettent leur écoulement à l'intérieur de la lame d'air. Donc, bien sûr, elle possède des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, c'est la finition intérieure-extérieure, elle ne sera pas touchée. Il n'y a pas d'encombrement supplémentaire. Il n'y a pas de modification d'aspect de façade. Et l'isolant est protégé contre les intempéries et les risques mécaniques. Les inconvénients, des problèmes d'humidité dus aux diffusions de la vapeur. Le contrôle correct du remplissage est difficile. L'épaisseur est limitée. L'épaisseur de l'isolant est limitée par l'espace disponible. Il y a une aggravation des ponts thermiques. Là, s'il y a des ponts thermiques, donc la discontinuité de la couche d'isolation permet l'amplification du pont thermique à l'âge. Imaginons notre maison, c'est un tuyau qui conduit de l'eau. Et ce tuyau-là possède des trous, des infiltrations. La maison triloha comme un tuyau qui canalise de l'eau là, ou fait des trous, des trabés, donc qui laisse passer de l'eau ici. Alors, si on veut par exemple résoudre quelques fuites, qu'est-ce qu'il va y avoir dans les autres fuites? Ils vont s'amplifier. C'est la même chose pour la maison. Si on va par exemple résoudre le problème des flux de chaleur à travers les parois, les surfaces, mais à travers les ponts thermiques, il va s'amplifier. Les fuites de chaleur à travers les ponts thermiques, il va augmenter. Donc, le dernier inconvénient, donc l'isolant en vrac risque à la longue de se tasser. Donc, on va quitter compris ça, on va dire un vide et il faut le remplir. Maintenant, on revient, ça c'est pour les parois extérieures. Maintenant, pour les toitures. On commence par les toitures plates. Donc, on utilise ce qu'on appelle la solution, la méthode de la toiture chaude. C'est quoi la toiture chaude? Donc, la toiture chaude, c'est une isolation à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise un isolant du côté extérieur. Donc, vous avez une dalle, vous allez mettre un pare-vapeur. Vous voyez ici, donc, c'est dans le cas d'une maison ancienne. Hein. C'est pour ça qu'il dit par vapeur, ancien, étanchéité, donc que ce soit dans un bâtiment neuf ou un bâtiment ancien. La disposition la disposition de l'isolant dans une toiture chaude, on a la dalle de votre maison. Sur la dalle, on va mettre le pare-vapeur, donc qui est un film en polyéthylène. Le pare-vapeur ADA, c'est un film en polyéthylène, talbash. Sur le pare-vapeur, on va mettre l'isolant. C'est un isolant thermique, soit du polystyrène, soit un isolant qui est adéquat au type de bâtiment, soit une toiture accessible ou là une toiture inaccessible. Sur l'isolant, on va mettre une étanchéité, donc pour protéger notre dalle, pour protéger notre isolant. Alors, ici, la dalle Diana, elle se trouve dans le côté chaud. En hiver, on parle en hiver. Donc, le côté de la dalle, c'est le côté intérieur, c'est le côté chaud. C'est pour ça qu'elle s'appelle la toiture chaude. Ça veut dire que l'isolant, il va protéger
la dalle du côté extérieur qui est le côté froid. Et la dalle, elle se trouve dans le côté chaud. C'est pour ça elle s'appelle la toiture chaude. La méthode de la toiture inversée. La toiture inversée, donc ici, il y a une inversion de la position de l'étanchéité. Au lieu qu'elle soit du côté extérieur, cette fois-ci, elle est du côté intérieur. Donc, vous trouvez l'étanchéité et puis l'isolant. Après l'isolant, vous mettez le gravis de listage. C'est le gravis de listage. Donc, ici, vous voyez bien que l'isolant, il est du côté extérieur. Il n'est pas protégé contre l'eau et l'humidité. À ce moment-là, dans une toiture inversée, on est limité dans le choix de l'isolant. Il faut utiliser un isolant inerte en, en humidité. Donc, ça veut dire qu'il doit résister à l'humidité, à l'eau. C'est un isolant résistant à l'eau. Donc, l'isolant qu'on doit utiliser, c'est le polystyrène extrudé ou du polystyrène expansé inerte en humidité, donc qui résiste à l'humidité. Le listage, on doit utiliser du gravis, c'est le touffenon, le gravis, le gravillon, ou là une dalle sur plot, donc on va mettre une dalle sur l'isolant, ou là des dalles drainantes. La troisième, la troisième solution, c'est la toiture combinée. Donc cette toiture combinée, on va utiliser donc une combinaison de toitures. Donc vous avez ici sur la dalle, vous avez le pare-vapeur. Sur le pare-vapeur, on ajoute un, un isolant. Dans le cas d'un bâtiment ancien, donc c'est le bâtiment existant par exemple, sur l'isolant existant, vous avez l'étanchéité, on ajoute l'étanchéité, juste au-dessus de l'isolant, de l'étanchéité, on ajoute une autre couche isolante. Ça s'appelle une toiture combinée. C'est un panneau combiné, fait deux couches d'isolation, séparées par une couche d'étanchéité. Alors, pour les toitures inclinées, c'est les toitures en tuiles ou c'est des toitures qui ne sont pas horizontales. Donc, c'est des toitures qui possèdent des tuiles. Donc, on utilise une isolation du côté intérieur de la dalle. Donc, vous avez les tuiles, vous avez le bardage en bois. Donc, sur le côté intérieur, vous allez mettre la couche d'isolation et le pare-vapeur. Le pare-vapeur, il se trouve du côté intérieur. Vous allez mettre l'isolation sur le bardage ou sur le bois et le fixer. Ensuite, sur l'isolant, vous allez mettre un pare-vapeur. Et puis, si vous utilisez l'espace intérieur de votre toiture, du comble, donc vous allez mettre une finition, c'est pour la finition intérieure. Vous voyez ici la photo, donc vous avez la finition intérieure, vous avez l'isolant, la structure du toit, donc qui est le bardage en bois, et la sous-toiture, donc qui est la sous-toiture et les couvertures en tuiles. On peut utiliser ce qu'on appelle la toiture sarking. C'est quoi la toiture sarking? Donc vous voyez sur la photo, donc une toiture, elle est composée de la charpente en bois. Et puis sur la charpente en bois, vous avez la structure porteuse qui est une structure en bois. Juste au-dessus de cette structure en bois, vous utilisez un fil par vapeur, donc qui est un par vapeur, un film polyéthylène ou un film par vapeur. Juste sur le film par vapeur, vous mettez l'isolant. Juste au-dessus de l'isolant, vous mettez la sous-toiture, donc qui est un bardage, soit un bardage métallique ou là en bois. Et juste sur la sous-toiture, vous mettez
le latage, un latage, et juste sur le latage, vous mettez les tuiles, le qarmoud. Donc, ça s'appelle une toiture sacking. C'est la méthode d'une toiture sacking. Win. Donc, vous voyez que la couche isolante, elle est entre une structure en bois et la toiture extérieure, inclinée. L'isolation du plancher de comble. Si le comble ta'na, ça veut dire le vide avec le vide qui se trouve entre la toiture et la toiture inclinée, qui est un comble qui possède un plancher, on peut isoler le plancher de comble hada. Donc c'est le plancher de comble qu'on doit isoler, soit du côté extérieur, ça veut dire sur le comble, ou là le côté intérieur, ça veut dire à l'intérieur de la maison. Donc on isole le comble que vous voyez ici. Donc ici sur le plancher du comble, ici c'est sous le plancher du comble. Voilà. Pour les sols ou les planchers bas, on a deux solutions. La solution la plus utilisée, c'est l'isolation. La solution d'utiliser l'isolation sur le côté intérieur. Ça veut dire du côté intérieur de la maison. Donc, on va mettre une couche isolante sur une étanchéité à l'eau. Donc, on va mettre une couche d'isolation. Sur la couche d'isolation, vous mettez un pare-vapeur, un autre pare-vapeur. Ensuite, donc, vous avez la finition, le carrelage, etc., ou le béton. Donc, c'est du côté intérieur. Soit du côté extérieur si vous avez un vide sanitaire. Si vous avez un vide sanitaire ou un vide accessible, là où vous pouvez accéder à ce vide, vous pouvez isoler du côté du vide. Donc on va mettre la couche d'isolation du côté du vide et sur la couche d'isolation, vous avez votre plancher. Voilà. Alors, maintenant on passe, ça c'est pour la maçonnerie, c'est pour les murs maçonnés. Maintenant, on va passer aux ouvertures, qui sont les fenêtres et les portes. Attention, au niveau des fenêtres et des portes, il existe ce qu'on appelle la jonction entre le cadre et la maçonnerie. À ces endroits-là, il existe des ponts thermiques flagrants et énormes, et surtout les infiltrations d'air. Donc, à travers ces zones-là, il faut renforcer l'isolation, il faut la traiter. Vous avez ici des images pour le traitement de ces ponts thermiques, de ces joints. Donc, soit, par exemple, ici, vous voyez le linteau. Donc, ici, le linteau qui se trouve donc directement en contact avec le cadre. Et à ce niveau-là, il y a, donc, comme vous voyez, donc, il y a un raccordement. Donc, il y a un contact entre l'extérieur et l'intérieur à travers ce pont thermique. À travers ce pont thermique, il y aura des flux de chaleur très, très importants. Et pour le résoudre, vous avez l'image juste à côté. Pour le résoudre, donc, on fait la continuité de notre couche d'isolation jusqu'au cadre. Donc, c'est pour résoudre le pont thermique qui se fait entre la jonction du cadre et le linteau. Le linteau, c'est la dalle en béton. Alors, sur le côté bas aussi, vous voyez que il y a donc un pont thermique entre la jonction entre le mur et le cadre de la fenêtre. Vous voyez ici qu'il y a un contact donc direct entre l'extérieur et l'intérieur. Il y aura un flux de chaleur énorme ici. Et pour le résoudre, vous avez ça. Donc, il faut faire, il faut assurer donc l'isolation de votre linteau bas pour ne pas permettre à la chaleur à s'évacuer à travers ce pont thermique. Donc ici, il y a une résolution de ce pont thermique et la chaleur, elle est piégée à l'intérieur et la fraîcheur aussi. Donc ça, c'est une vue de dessus pour la résolution de ces endroits-là qui s'appellent les ponts thermiques des ouvertures.
Alors, il y a d'autres solutions, pas uniquement l'isolation des ponts thermiques. Donc maintenant, on va parler sur l'ouverture elle-même, pas sur la jonction de l'ouverture avec le mur. Donc, par exemple, si vous avez par exemple des fenêtres simple vitrage dans le cas d'une réhabilitation, vous avez une fenêtre qui laisse passer de la chaleur et de la fraîcheur. On peut résoudre ce problème par le remplacement du châssis. Donc, remplacer le châssis de cette fenêtre et utiliser donc un châssis à, euh, à conductivité thermique très faible. Par exemple, des châssis en PVC qui ont une conductivité thermique ou une résistance thermique très importante. Ou là, utiliser des châssis, si vous avez par exemple des fenêtres en métal, vous les enlevez et vous les remplacez avec des châssis ou là, des cadres en bois. Sinon, les châssis métalliques qui sont développés ces dernières années, ce sont des châssis métalliques, c'est des châssis métalliques à rupture de pont thermique, à coupure de pont thermique. Ça veut dire que c'est des châssis en aluminium, mais qui possèdent deux couches d'aluminium interne et externe, et à l'intérieur, vous avez une couche d'isolation. C'est une couche d'isolation soit en PVC, soit en polyéthylène, ou là, c'est une couche d'isolation qui ne laisse pas passer la chaleur à travers le châssis Haddad. Donc, la façade extérieure et intérieure du châssis, donc elle est séparée par une couche d'isolation. C'est une couche de coupure thermique. Donc, on peut ramener le coefficient de conductivité thermique du châssis jusqu'à un coefficient qui est très inférieur à un coefficient de 1,3 watts par mètre carré de Kelvin. Remplacement du vitrage. Donc, utiliser des panneaux de vitrage en double vitrage ou là en triple vitrage. Le double vitrage, vous voyez bien que, donc, utiliser au lieu d'un simple vitrage qui est très fin et qui laisse passer de la chaleur. Donc, on utilise un double vitrage qui a une conductivité thermique faible, très faible, qui est composé de deux vitres superposées, séparées par une lame d'air. Une lame d'air. À l'intérieur de cette lame d'air, il y a ce qu'on appelle soit le vide, elle est vidée complètement de l'air, ou là, elle est remplie de gaz rares, soit de l'argon, le xénon, etc. Généralement, ce qui est utilisé dans le double vitrage, c'est l'argon. C'est un gaz rare qui permet l'augmentation de la résistance thermique de ce vitrage. Bien sûr, si le châssis il est bien, le châssis il est isolant, soit il est du PVC ou la métallique à coupure du pont thermique ou là en bois. On peut changer uniquement le panneau du vitre, donc le vitrage uniquement. On utilise le double vitrage ou là il y a aussi ce qu'on appelle le triple vitrage. On peut utiliser aussi un double vitrage, donc on met des volets vitrés sur les volets existants, sur les ouvertures existantes, mais cette solution de point de vue thermique, elle n'est pas efficace. Mais de point de vue acoustique, elle est efficace. Mais de point de vue thermique, elle réduit, mais pas énormément. Donc on utilise un vitrage simple, trempé de 6 mm d'épaisseur, monté sur le système de charnière et de boutons de fixation sur les volets qui existent à la maison. L'amélioration de l'herméticité. Donc ça, c'est très très important, surtout dans le cas algérien. Vous savez très bien que les jonctions entre les cadres et les murs possèdent ce qu'on appelle des ouvertures, c'est des joints. Ces joints-là laissent passer de l'air pendant l'été et pendant l'hiver. Cet air, donc cette infiltration, permet des déperditions énormes en hiver et des apports de chaleur en été. Donc pour améliorer ces infiltrations-là, on utilise des joints souples. Donc c'est
ces défauts-là. C'est des défauts. Donc, soit par l'injection d'une résine qui va devenir un joint souple après, donc elle va assurer l'étanchéité de ces joints-là, soit on utilise à la pose de ces cadres-là, on utilise des joints souples en plastique. Donc, c'est des joints de resserrage entre le châssis et les grosses œuvres. Après, sur les volets ouvrants, on utilise d'autres joints souples entre l'ouvrant et le dormant, le cadre. Donc, c'est pour assurer l'étanchéité des joints qui se trouvent entre le mur et le cadre et entre le cadre et les ouvertures. Soit dans les constructions anciennes, donc qui ont des murs très épaisses, là où vous voyez qu'il y a une fenêtre à l'intérieur, on peut mettre une autre fenêtre, un châssis à l'extérieur. On utilise ce qu'on appelle double fenêtre. Donc ici, donc c'est une méthode très très bénéfique. Elle permet l'isolation thermique, donc un confort thermique impeccable et un confort acoustique aussi. Donc l'acoustique, c'est impeccable aussi, donc elle va minimiser tout bruit qui provient de l'extérieur. Donc, au lieu d'utiliser une seule fenêtre sur cette paroi épaisse, des fois on trouve 1 mètre 20 sur cette paroi-là. Donc, sur le côté là où il n'y a pas de fenêtre, on va mettre une deuxième fenêtre et on va assurer une isolation thermique et une isolation acoustique. Alors, conclusion. Donc, ce qu'on a vu, donc, c'est la mise en œuvre des solutions d'efficacité énergétique, surtout passives. Donc, vous voyez que c'est des solutions passives qui sont applicables sur les parois. Et c'est pratiquement ce qui est exigé par la réglementation thermique, que ce soit dans la conception des bâtiments neufs ou là dans la réhabilitation des bâtiments anciens. Pourquoi j'ai insisté sur les bâtiments anciens? Parce que les bâtiments anciens, ils étaient construits dans des périodes là où le confort thermique n'est pas exigé, n'est pas respecté du tout. La réglementation thermique n'est pas respectée. La réhabilitation thermique, elle est nécessaire pour ces bâtiments-là. Cette réhabilitation thermique ou la conception bioclimatique pour les bâtiments neufs sont des techniques qui permettent d'augmenter l'efficacité énergétique du bâtiment ou d'une maison d'habitation. Une isolation efficace, bien sûr, elle doit être efficace et bien mise et bien maîtrisée et bien positionnée dans l'enveloppe peut réduire les besoins énergétiques de la maison en période de chauffage et de climatisation de 60%. Vous imaginez, pendant la période d'été et d'hiver, vous réduisez votre facture de plus de la moitié, 60%. Ça veut dire s'il y a des gens qui reçoivent des factures énergétiques en période d'été de 2 millions, 4 millions, ils vont avoir une facture de s'il va avoir des factures de 4 millions, il va avoir des factures de 1 million 800, je ne sais pas. Attention, cette technique de réhabilitation, de conception bioclimatique pour l'isolation, elle est bénéfique. Il ne faut pas la sous-estimer, juste il faut la mettre en œuvre bien comme il faut. Il faut la placer d'une façon bien et bien maîtrisée, bien collée, bien positionnée, éviter les ponts thermiques, etc. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai dans ce cours-là. Si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser. Allô? 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 Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Est-ce que vous avez des questions concernant le cours d'aujourd'hui? Très bien. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bien expliqué? Très bien. Concernant l'interrogation, donc, maintenant, on va discuter sur l'interrogation. Donc, vous avez le samedi prochain, Inch'Allah, il a donc vous avez, je vais couper
l'enregistrement